Juillet 97. Les falaises de Bandiagara, au Mali, en pays d'Ogon. Mon grand-père Marcel Griaule a traversé cette région en 1931. C'était la première aventure ethnologique en Afrique. Griaule a révolutionné ici l'approche scientifique en créant l'ethnologie de terrain. Il avait 33 ans. Les falaises de Bandiagara. Des mots magiques qui ont bercé mon enfance. Je viens en pays d'Ogon à la recherche de mon grand-père. Je ne l'ai pas connu. Il est mort juste avant ma naissance. Ce musée de l'homme est un lieu étrange. Marcel Griaule y est revenu toute sa vie. C'était son port d'attache. C'est là que, jeune africaniste, élève de Marcel Mauss, il part pour ses premières missions. C'est aussi dans ses laboratoires respectables qu'il tramait des complots avec Georges Mandel pour soutenir la résistance éthiopienne pendant l'occupation fasciste en 1937. Le musée abrite plus de 3600 objets collectés au cours de ses premières expéditions. On peut lire au hasard des étiquettes les noms archaïques de Soudan français, Dahomey, Congo belge, Soudan anglo-égyptien ou Bangui Chari. Engagé volontaire en 1917, mon grand-père reste dans l'armée jusqu'en 22 et devient lieutenant dans l'aviation. Il gardera toute sa vie la passion de l'observation aérienne. Il est déjà marié et ma mère Geneviève est née quand il entreprend son premier grand voyage. Il part pour l'Éthiopie dont il a appris la langue. Il deviendra l'ami du Négus et son avocat à la Société des Nations. En relisant son livre Les flambeurs d'hommes, je réalise que c'est en Éthiopie qu'il conçoit le projet de l'expédition Dakar-Djibouti. Il s'agit d'une très longue mission à caractère scientifique qui devait traverser toute l'Afrique d'est en ouest dans le but d'initier l'Occident colonialiste à la culture africaine. Il va mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. Le contexte de ces années-là est favorable. L'exposition coloniale de 1931 attire un public avide d'images d'Épinal sur l'Empire français. Dans l'ambiance survoltée de ce que l'on a appelé les années folles, la musique des Noirs, le jazz, électrise les nuits parisiennes. Le bal nègre fait salle comble tous les soirs. La revue de Joséphine Baker suscite l'enthousiasme au théâtre des Champs-Élysées. Artistes, intellectuels, surréalistes et scientifiques se côtoient, échangent les idées dans un véritable bouillonnement culturel. Ils n'ont pas forcément la même conception sur le rôle de l'art dans les cultures, mais ils se fréquentent. Picasso s'intéresse depuis longtemps à la sculpture africaine. Tous prennent fait et cause pour le projet scientifique de Marcel Griaule. Tandis qu'aux terrasses de Montparnasse, les spéculations intellectuelles vont bon train, au cœur de Paris, dans les salles du musée ethnographique du Trocadéro, Marcel Griaule travaille avec obstination depuis des mois au montage de sa grande expédition. Michel Léris, ami des surréalistes, et Georges-Henri Rivière, sous-directeur du musée du Trocadéro, s'enthousiasment pour les idées révolutionnaires du jeune ethnologue. Leurs imaginations s'emballent. Ils doivent se mobiliser pour trouver les subventions nécessaires à la mission.
c'est incroyable de voir avec quelle inventivité ils vont faire valoir leurs idées. Ils profitent de l'engouement du public pour l'art nègre. Marcel Griaule, qui est par nature peu mondain, rejoint son ami Rivière, qui joue du piano le soir au Bœuf sur le Toit, et se fait présenter Hall Brown, le célèbre champion du monde de boxe. Soutenus par Cocteau, grand ami du boxeur, ils organisent un gala au profit de la mission Dakar-Djibouti. Et ça marche. Ça devient un événement à la fois mondain, mais supporté par un public populaire, avec des moyens financiers qui deviennent conséquents. Symboliquement, le fait qu'Hall Brown, ce boxeur noir, prenne fait et cause pour un programme scientifique qui avait pour but de faire connaître les civilisations africaines, c'est important. On dirait aujourd'hui que Marcel Griaule et son équipe ont réussi un gros coup médiatique. Ils vont voir les politiques, les scientifiques, les industriels. Il y a 30 entreprises, des vendeurs de boîtes de conserve, de rillettes, d'insecticides qui sont venus sponsoriser la mission Dakar-Djibouti. À cette époque, aucun projet scientifique n'était pris en considération par les entreprises commerciales. Ils ont inventé le sponsoring. Après 2 années de négociations et de préparatifs, la mission Dakar-Djibouti, dirigée par mon grand-père, est prête au départ. L'équipe embarque à Bordeaux le 19 mai 1931. Ils emportent 9 tonnes de matériel, ils vont voyager pendant 2 ans et parcourir 20 000 km. On a peine à imaginer aujourd'hui un travail scientifique réalisé dans ces conditions-là. Et c'était pas de tourpeau parce que, bon, alors là on a les planches de contact. Et tout à coup on découvre qu'avec leur camion ils étaient obligés de passer des rivières complètement en crue. Alors je vais faire tirer cette photo parce que la planche contact est assez prometteuse. Alors on voit une espèce d'énorme camion Ford qui est en train de se frayer un chemin de fortune sur un pont mi-fait de tressage, de planches de bois. Partie de Dakar, la colonne se dirige vers le Niger. Les difficultés de la route ralentissent la progression. Peu à peu, ils mettent au point leur système d'enquête. Léris, chargé du journal de bord, écrit en fait un journal intime qui deviendra l'Afrique fantôme. Larget, le compagnon de l'Éthiopie, est un homme de terrain. Il sait tout faire. Ils sont 7 en tout. Le 29 septembre 1931, ils arrivent en pays d'Ogon. Marcel Griaule et ses compagnons n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. J'ai le cœur qui bat en approchant du campement mythique où mon grand-père est revenu durant 25 ans, travaillant avec passion à faire connaître toute la pensée symbolique africaine. C'est là, dans ce même bâtiment qui semble avoir peu changé, qu'à peine arrivé, en pleine nuit, mon grand-père et ses amis sont réveillés par les tambours et les lamentations annonçant une importante cérémonie funéraire. Dès la première nuit, ils découvrent, ils assistent à des spectacles complètement ahurissants, à la fois très spectaculaires, mais en même temps qui témoignent, un petit peu comme une face émergée de l'iceberg, d'un système social, d'un système de pensée, d'une richesse et d'une complexité qui va les fasciner immédiatement. Et ça se déroule pendant quasiment 48 heures, donc on imagine qu'ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas fermé l'œil une seconde. Et alors Griaule note, dans un style qui n'est pas littéraire volontairement, et qui doit témoigner de toute la richesse de ce qu'il voit. Tous les hommes se ruent à l'assaut des terrasses. Des coups de fusil à pierre chargés à pleine gueule, tonnes, et couvrent de brouillard toute l'assistance. Les assaillants chargent et déchargent rapidement leurs fusils qu'ils n'épaulent pas. Les femmes, après les saluts, se tournent vers la maison couverte d'assaillants. Soit qu'elles se tiennent les mains sur le crâne, soit qu'elles tendent les bras vers les terrasses, en les croisant au poignet, comme pour une demande d'enchaînement.
Pendant ce temps, un cortège s'est formé dans la partie nord de la ruelle, nord-sud, passant devant la maison. Il fallait saisir tout ce qui allait se présenter. Ils ne savaient pas ce qui allait se présenter. Donc c'est incroyable ce qu'ils ont eu comme intensité émotionnelle et en même temps comme sollicitation scientifique. Il fallait évidemment être à l'affût de tout ce qui se voyait, de tout ce qui se disait, noter la plupart du temps sans comprendre les paroles, personne ne les comprenait, ils ne parlaient pas dogon. Donc ils notaient avec le plus de précision possible et cherchaient à se faire traduire. Griaule avait des intuitions, mais c'est sûr qu'il ne pouvait pas en une seule nuit improviser tout ce qui allait être le travail de sa vie. Je vais d'abord saluer les vieux sages. L'étiquette ici est assez stricte. Je me rends ensuite chez Pangalé, qui est le fils de l'informateur de mon grand-père. Bien sûr, il sait déjà que je suis là. Sa mère vit encore, elle a 90 ans, c'est la plus vieille femme du plateau de Sangha. Elle a très bien connu mon grand-père. Bon, elle est âgée de 90 ans. Bon, dans tout Sangha, il n'y a pas quelqu'un qui est plus âgé que ta maman, actuellement. Ouais, Griaule est hakle on yoma. Oui, elle se souvient. Oui, elle dit qu'elle se souvient très bien. Et au moment des travaux du barrage, alors, préparer le repas. Bon, Griaule était un homme bien bâti, de taille, comme on le dit chez nous, acceptable. Il était beau, il était robuste également, bien tenace. Son caractère. Mais ouais, qui nous menait vraiment? Bon, c'était un homme franc et il était chauve. Il était chauve, il était tenace, on le voit sur les photos. Il n'est pas grand, il ne donne pas l'impression d'une force physique, mais on sent chez lui une détermination absolue. Ça passe par le regard, il était infatigable, exigeant, pas toujours facile à vivre, mais il avait l'art de convaincre, on le suivait. Il avait une équipe scientifique féminine, ce qui était rare à l'époque. Elles l'ont fidèlement secondé dans ses recherches pendant des années. Solange de Ganay, Denise Paulme, Germaine Dieterlin, qui aujourd'hui encore poursuit son œuvre, Hélène Gordon-Lazareff, Déborah Lifshitz, ma mère, Geneviève Calam-Griaule, spécialiste de la parole. Hommes ou femmes, toute son équipe lui était dévouée. Il avait ce qu'on appelle du charisme. Maladivement sujet au vertige, il se pendait à mi-corps pour prendre ses photos. Les Dogons ont chassé les Telem qui occupaient les falaises avant eux. Ils les appelaient les hommes volants, ne comprenant pas autrement qu'ils aient pu nicher dans des lieux aussi inaccessibles. Les falaises leur servent de nécropole, c'est là qu'ils déposent, après les avoir cassées, les ustensiles ayant servi aux artisans pendant leur vie. Ce relief accidenté a été un excellent refuge quand ils étaient poursuivis par les Peuls, puis par les colonnes françaises.